L'horreur est un sentiment bien étrange. Du simple sursaut à la terreur profonde, on partage tous ce sentiment qui nous met sur nos gardes. Souvent, lorsque vous écoutez nos histoires, vous n'avez que votre imagination ou nos illustrations pour vous les figurer. Mais parfois, certaines affaires laissent des traces bien plus macabres et marquantes. Pour l'épisode de ce soir, nous allons vous immerger dans l'iceberg de l'horreur. Les histoires que vous vous apprêtez à entendre sont de pire en pire au fur et à mesure de la vidéo, jusqu'à atteindre les tréfonds, là d'où on ne ressort pas indemne. Préparez-vous, parce que ce soir, vous allez voyager dans le monde du glauque et du réellement terrifiant. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons littéralement descendre au fur et à mesure dans les profondeurs de l'horreur. Et quand on parle d'horreur, c'est de tout en général. De creepypasta jusqu'à des threads d'horreur, en passant par des photos ou des vidéos terrifiantes, et même des true crime, ce soir vous allez être servi. Ok, pour cette première strate d'iceberg, on va commencer relativement doucement avec une histoire qui a fait trembler internet lorsqu'elle est sortie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire? Ce soir, on a décidé de vous parler d'une creepypasta franchement bien flippante, SusanMouse.avi. Pour ceux qui ne connaissent pas, attention, vous vous apprêtez à découvrir une version de Mickey Mouse qui est radicalement différente de ce dont vous vous souvenez de votre enfance. On connaît tous le Mickey Mouse des années 30. Enfin, on a tous au moins déjà vu un de ses extraits, mais ce soir, ce n'est pas du Mickey joyeux et de bonne humeur dont on va vous parler. Ok, pour que ça marche, mettez-vous dans l'ambiance. Éteignez la lumière et mettez le volume bien à fond. Maintenant, imaginez-vous. Nous sommes en 2013 quand Léonard Maltin, célèbre critique de cinéma, est en train de trier d'anciens dessins animés de Mickey Mouse pour décider lesquels seront inclus dans une compilation DVD. C'est là qu'il tombe sur une vidéo troublante connue sous le nom de SusanMouse.avi. Dès les premières secondes, vous comprenez tout de suite l'ambiance de la vidéo. Mickey Mouse, qui d'habitude est si jovial, marche dans la rue d'un pas lent, les mains derrière le dos, le regard fixé sur le sol. La musique de piano discordante, digne d'un film d'horreur, accompagne cette scène plus qu'étrange. Au bout d'une minute et demie, l'écran devient noir. Cette obscurité persiste jusqu'à la 6e minute de la vidéo. Mais quand les images réapparaissent enfin, elles sont encore plus dérangeantes. Mickey continue de marcher, mais maintenant des cris de personnes agonisant résonnent en arrière-plan. Puis d'autres voix se joignent au chœur, créant un amalgame de hurlements glaçants. Les images deviennent de plus en plus déformées jusqu'à ce que le visage de Mickey apparaisse, flou et tremblant. Et c'est là qu'apparaît sur l'écran une phrase écrite en cyrillique. Les visions de l'enfer ramènent ceux qui les regardent. On est d'accord avec vous, si on se met vraiment dans l'ambiance et qu'on joue le jeu, franchement cette vidéo est assez flippante. Et bien entendu, comme toute bonne creepypasta qui se respecte, il doit y avoir un petit lore autour de cette vidéo. Léonard Maltin est un critique de cinéma relativement connu aux États-Unis. Également écrivain et producteur, c'est lui qui a trouvé cet extrait. À l'époque, il a été désigné pour trier un tas de dessins animés de Mickey Mouse afin d'en choisir un certain nombre qui figureraient sur un DVD prévu par la suite. Et alors qu'il est en train de parcourir les différents épisodes, tous plus classiques les uns que les autres, il trouve une vidéo étrange. En regardant l'épisode, Maltin est terrifié. Il regarde la vidéo pendant 6 minutes, puis coupe en voyant l'écran noir. Mais il est également hyper intrigué. Bien entendu et pour des raisons évidentes, il juge bon de ne pas l'inclure dans le DVD, mais il décide tout de même de le numériser afin d'en garder une copie pour lui-même. C'est alors qu'il remarque que la vidéo complète ne dure pas que 6 minutes. Il continue donc la vidéo. À ce stade-là, Maltin panique. Totalement terrifié, il quitte la pièce et confie à un employé la mission de terminer la vidéo et de prendre note de tout ce qui se passe jusqu'à la dernière seconde. Il devra ensuite ranger rapidement le disque du dessin animé dans un coffre. L'histoire raconte qu'un agent de sécurité qui faisait des rondes à l'extérieur de la pièce a déclaré qu'après la dernière image de la vidéo, l'employé est sorti avec la peau toute pâle en marmonnant « La vraie souffrance n'est pas connue ». Il aurait prononcé cette phrase 7 fois avant de se jeter soudainement sur l'arme du garde pour sauter la vie. Terrifiant, n'est-ce pas? Bon, rassurez-vous, si cette histoire se trouve en première position de notre descente vers les strates les plus profondes de l'iceberg, c'est parce que cette creepypasta n'est pas une histoire réelle.
Déjà, Lucia Peters, journaliste pour Bustle, a enquêté sur la vidéo. Le bilan de ses recherches montre que la représentation de Mickey ne ressemble visuellement pas aux autres dessins animés de l'original des années 1930. Elle conclut donc que l'auteur a voulu que la vidéo ressemble à un extrait de la série des années 30, mais qu'en réalité ce n'est pas le cas. Alors même si cette version effrayante de Mickey Mouse ne hante que nos écrans, elle a certainement semé le doute dans les esprits de toute une génération d'internet. Tout le lore avec l'assistant qui s'est ôté la vie fait donc partie de la fiction. Mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'être mal à l'aise quand on regarde ce personnage si joyeux d'habitude dans un état traumatisant. Ok, descendons un peu dans notre iceberg de l'horreur. Maintenant qu'on vous a présenté une histoire flippante, certes, mais fictive, ancrons-nous dans la réalité. Et pour ça, quoi de mieux qu'un bon vieux thread d'horreur? Et pour celui-ci, nous allons parler de Gaëlle, 18 ans, qui habite dans une petite ville tranquille et paisible. Elle réside avec son copain dans un petit appartement bien cosy. Et si jusque-là tout va bien, vous allez voir que les choses vont très vite se corser. Déjà, il faut savoir qu'elle va tous les jours à l'université, tandis que son copain, lui, travaille dans un bar. Et du coup, on sent déjà que les emplois du temps ne concordent pas vraiment. À chaque fois qu'elle rentre des cours, son copain, lui, travaille au bar, donc évidemment, ils passent pas énormément de temps ensemble. Mais bref, venons-en maintenant directement à l'histoire qu'elle souhaite partager ce soir. Nous sommes en pleine semaine, alors que Gaëlle termine ses cours à l'université. Jusque-là, sa journée se passe ultra bien, il fait super beau, elle a passé du bon temps avec ses potes. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, très précisément, elle repense à sa journée et elle vit une sensation qu'on a tous déjà vécue et qu'on déteste unanimement. La fameuse sensation de ne pas retrouver un effet personnel et dans son cas, les clés de son appartement. Elle commence à fouiller ses poches, mais elle n'a aucune idée d'où elle se trouve. Elle cherche vraiment partout, dans son sac, bref. Rien du tout. Gaëlle n'a donc pas le choix, elle est obligée de se rendre au travail de son copain pour récupérer ses clés à lui pour pouvoir rentrer. Résignée, elle fait donc le détour, complètement dégoûtée, mais bon, pas le choix. Elle arrive enfin au bar, récupère les clés et retourne à son appartement. Et c'est à ce moment-là qu'un petit état des lieux est nécessaire pour comprendre toute l'histoire. L'appartement, bien que pratique et bien situé, n'est pas très récent. Les boîtes aux lettres se trouvent dans le hall d'entrée, sauf que pour entrer dedans, il faut une clé. Pas de digicode ni rien, c'est assez rustique. Autrement dit, tous les habitants de l'immeuble laissent les portes ouvertes pour qu'ils puissent recevoir le courrier. On est d'accord, c'est quand même très mal fait, mais bon, c'est comme ça. Et pour rentrer dans son appartement à elle, il faut simplement aller dans le couloir qui se trouve au rez-de-chaussée et sa porte se trouve juste là, à côté de celle qui mène aux étages du dessus. Et là encore, rien de très compliqué pour accéder à son chez-soi. Il y a une serrure en un seul point, et c'est tout. Bref, maintenant qu'on a compris tout ça et qu'on l'a en tête, revenons-en à Gaëlle qui arrive enfin chez elle en début de soirée. En arrivant, elle se rend bien évidemment compte de la situation. Elle a les clés, mais c'est maintenant son copain qui se retrouve dehors sans ces dernières. Il est environ 17h, son compagnon doit rentrer vers 1h, 1h30 du matin, et donc elle se dit qu'elle va tranquillement patienter jusqu'à ce qu'il rentre. Mais bon, étant donné qu'elle a un petit peu peur de s'endormir, elle laisse la porte de la maison ouverte. Mais quand même bien décidée à ne pas céder au sommeil, elle décide de s'occuper jusque-là comme elle peut. Gaëlle se dit qu'elle va tranquillement regarder la télé, mais décidément, elle ne retrouve pas la télécommande. Et on le sait, on voit clair dans votre jeu, la commu, vous êtes peut-être en train d'élaborer des théories en ce moment même, en vous disant qu'il y a un lien entre ça et la perte de ses clés. Mais non, on vous fait gagner du temps, elle est juste très tête en l'air. Mais bon, pas de télé, elle décide donc de se mettre sur son téléphone pour scroller comme jamais. Et ça marche un petit peu, le temps s'étire, surtout qu'il fait bien sombre dans l'appartement maintenant. Il fait quasiment nuit et de toute façon, ses volets sont toujours fermés parce qu'ils donnent directement sur la route. Mais à ce moment-là, le silence de la pièce est tout d'un coup rompu par le bruit de quelqu'un qui toque sur la porte. Intrigué, Gaëlle se lève en pensant que c'est très certainement son voisin. Il n'y a en soi que lui qui pourrait toquer à cette heure-là. N'importe qui d'autre aurait sonné depuis le hall d'entrée. Bref, elle décide donc d'y aller, ouvre la porte tranquillement, mais il n'y a personne. Le couloir est totalement vide. C'est quand même hyper étrange, elle est pourtant sûre et certaine que quelqu'un a bel et bien toqué. Bon, Gaëlle ne se fait pas non plus 200 d'encre
Elle sait que son quartier est tranquille et donc elle conclut que ce sont sans doute des enfants qui ont dû lui faire un tour. Rien d'alarmant à ce stade de la soirée. Mais le silence qui suit devient véritablement oppressant. À peine a-t-elle regagné le confort de son lit que le cliquetis de la serrure la fait sursauter. Le bruit qu'elle vient d'entendre, elle le reconnaît très bien. Il s'agit du bruit que fait sa porte quand on claque pour la fermer. Lentement et avec prudence, Gaëlle s'approche de la porte, son cœur battant la chamade. Et dans un geste presque automatique, elle ferme la porte avec le verrou, sentant une vague de soulagement l'envahir alors qu'elle s'enferme dans une sécurité illusoire. Parce que oui, malheureusement sa quiétude est de très courte durée. Alors que Gaëlle se trouve maintenant devant sa porte, elle entend des bruits de grattage un peu étouffés. Et en fait, elle perçoit même distinctement que quelqu'un se trouve devant sa porte et qu'il essaye de crocheter la serrure. Ouais, franchement, je sais pas vous, mais perso, j'ai déjà fait des cauchemars de ce genre de choses qui arrivaient, donc c'est vraiment trop flippant. Et l'angoisse monte en elle d'un coup, alors qu'elle est persuadée que l'intrus sait indéniablement que l'appartement n'est pas vide. Son esprit, embrouillé par la peur, ne parvient plus à saisir la réalité. Et après une longue minute à fixer la serrure, tout en la suppliant de ne pas céder, elle décide enfin de bouger. Gaëlle court prendre son chat, passe par la cuisine pour prendre un couteau et fonce vers la salle de bain pour s'y enfermer. Dans sa détresse, elle essaye d'appeler la police et elle entend que l'homme essaye toujours de rentrer dans son appartement. Sans attendre une seconde de plus, la jeune femme compose le numéro d'urgence en larmes. Gaëlle arrive à avoir quelqu'un assez rapidement, elle lui explique la situation, mais son interlocutrice semble ne pas la prendre au sérieux. Elle lui demande si l'homme tape sur la porte, ce à quoi Gaëlle répond qu'il ne tape pas dedans, qu'il essaie tout simplement de la crocheter. Et là, la policière lui indique que ce n'est pas suffisant. Et pire encore, elle lui dit qu'il faudra qu'elle rappelle si l'individu arrive à rentrer dans l'appartement. C'est lunaire comme réponse. Et après ça, elle lui raccroche au nez. Complètement choquée, Gaëlle, qui est toujours dans la même situation, appelle ses parents et raconte toute son histoire. Complètement choquée, sa mère appelle la police de son côté, mais ils lui disent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même zone géographique. Et finalement, ils indiquent à Gaëlle qu'il faut qu'elle trouve le numéro de téléphone du commissariat de police de sa ville. Et donc c'est la mère de Gaëlle qui s'exécute, elle cherche au plus vite le numéro, le donne à sa fille qui appelle, et enfin il décide d'envoyer une troupe à son appartement. Pour que vous vous fassiez une idée, sachez quand même que ce commissariat se trouve à 5 minutes en voiture de l'appartement de Gaëlle, donc ce n'est rien du tout. Et à ce stade-là, ça fait déjà 45 minutes que l'intrus tente de rentrer dans son appartement, toujours en s'acharnant sur la serrure. Et même après tout ce temps, Gaëlle voit en entrouvant la porte de la salle de bain que la poignée de la porte d'entrée continue de s'agiter et elle entend toujours des bruits de tentatives de crochetage. Finalement, c'est 30 minutes après que la jeune femme entend les sirènes de la police. Mais bien évidemment, le temps qu'ils arrivent, l'intrus est déjà parti. En arrivant, il constate que la serrure était sur le point de céder. Il y a bel et bien des traces sur la porte qui montrent que quelqu'un a véritablement tenté de la forcer, ce n'était pas dans son imagination. Heureusement, tout est bien qui finit bien, ou presque. Le couple a tout de même été forcé de changer la serrure vu à quel point elle était amochée. Gaëlle est hyper reconnaissante envers ses parents qui ont tout fait pour l'aider dans cette expérience traumatisante. Plein de questions restent quand même dans sa tête. Qui était cette personne? Est-ce que c'était un cambrioleur? Pourquoi est-ce qu'il avait ouvert puis refermé sa porte juste avant d'essayer de la crocheter? Il devait forcément savoir que quelqu'un se trouvait dans l'appartement étant donné qu'il a toqué et certainement vu Gaëlle sortir dans le couloir. Est-ce qu'il voulait véritablement s'en prendre à elle? Bref, plein de questions qui resteront malheureusement sans réponse. Et Gaëlle termine son histoire en nous disant que depuis, elle n'a plus jamais perdu ses clés. Bon, on vient de vous raconter une histoire où la menace vient de l'extérieur. C'est déjà très flippant, on est d'accord, mais qu'en est-il si la menace vient de l'intérieur? Descendons encore un peu plus dans les profondeurs de l'horreur avec cette histoire racontée par Liam. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il a vraiment besoin de conseils et d'avis sur son récit. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est l'aîné de sa fratrie. Et malheureusement, tout ne se passe pas très bien au sein de sa famille. On est déjà de base sur un contexte familial compliqué. Surtout depuis que ses parents ont divorcé il y a déjà quelques années de ça. Mais malgré tout, sa mère est une personne que Liam admire énormément. Il raconte qu'il est vraiment admiratif de tout ce qu'elle a fait pour eux et de comment elle s'en est sortie,
malgré toutes les épreuves qu'elle et sa famille ont dû traverser. C'est en tout cas une belle preuve d'amour qu'il lui fait à travers ce texte. D'ailleurs, on en profite pour faire un gros big up à toutes les mamans qui nous regardent. Mais malgré tout ce qui s'est passé, une lueur d'espoir a jailli de par une rencontre. Et cette rencontre, c'est Joël. Il s'agit d'un homme qui semble être l'incarnation même de la deuxième chance et du soutien que la mère de Liam recherche depuis sa rupture. Vraiment, et même Liam le reconnaît, il a aidé toute la famille à se relever et à reprendre du poil de la bête. Au début, Liam croit fermement en cette relation. C'est presque comme si son père était remplacé par une meilleure version de lui-même, une version qui est toujours là pour eux, mais tout de même, l'aîné se sent investi de la responsabilité de protéger sa famille, et donc il décide de mener sa propre enquête sur cet homme, histoire de vérifier rapidement. En fait, il n'est même pas vraiment convaincu par ce qu'il fait avant de commencer les recherches. C'est juste au cas où. Et malheureusement, ce au cas où va cette fois très mal tourner. Son monde s'écroule littéralement après sa terrible découverte. Alors qu'il surfe tranquillement sur internet après avoir tapé son nom, il tombe sur un compte en ligne très étrange lié à cet homme. Ce compte se trouve sur un site au caractère très dérangeant et explicite, si vous voyez ce qu'on veut dire. La seule chose qui met pour l'instant Liam sur la piste de Joël, c'est la photo de profil. Il a vraiment l'impression qu'elle lui ressemble. Le jeune homme, pris de doute, en parle directement à sa mère. Et que dire, à part qu'elle le rejette complètement. Énervée, elle a l'impression que Liam est jaloux et qu'il essaye de trouver un prétexte pour que sa mère se sépare de lui. Bref, la situation prend une ampleur que Liam ne souhaite pas, et donc il décide de passer à autre chose. Des semaines puis des mois passent, jusqu'au moment où l'aîné de la famille repense à cette histoire. Et clairement, ça l'intrigue. Un jour, il décide donc de retourner voir le compte. Absolument rien n'a changé, il est toujours là. Voulant pousser la recherche légèrement plus loin, il décide de taper son nom d'utilisateur sur internet, comme ça, juste pour voir. Ce qu'il découvre va le terroriser. Sur Reddit notamment, il se rend compte que cet utilisateur a publié des photos explicites. Et pas de n'importe qui, de sa propre mère. L'homme qui semble parler sur ce compte est une toute autre personne. Il se moque, a des propos véritablement scandaleux. En fait, c'est presque comme s'il menait une double vie, tout en capturant des photos pour les partager avec d'autres. Liam est bouleversé. Tout de suite, il en parle à ses frères et sœurs. Il faut un petit conseil pour savoir ce qu'il doit faire, et sans surprise, il conclut que la meilleure chose est d'en parler directement avec leur mère. Le problème, c'est qu'elle est assez réticente. Mais malgré tout, au vu des photos partagées sur des sites publics, elle décide de prendre ses distances avec lui. Elle le bloque surtout sur les réseaux et décide qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Malgré tout, il arrive un jour à la croiser dans la rue et c'est là qu'elle le confronte. Bien entendu, lui nie tous les faits, raconte que ce n'est pas lui, et plus la conversation avance, plus il montre sa véritable nature. Il la menace même de se faire du mal si elle décide de le quitter. Mais sa mère résiste au chantage et décide même de quitter la ville pendant un certain temps. Sauf que Joël ne s'arrête pas là. Il arrive à la retrouver et passe littéralement toute la nuit à l'appeler, appeler l'hôtel, etc., etc. Il n'arrête pas de lui laisser des messages où il l'insulte. Bref, cet homme, qui semble être un homme bien, se révèle finalement être un véritable cauchemar. Mais encore une fois, elle ne cède toujours pas. L'homme tente donc une autre stratégie. À 1h du matin, il décide de se rendre à la maison principale de sa mère, là où sont encore tous les enfants, y compris Liam. En pleine nuit, son petit frère décide de le réveiller parce qu'il entend du bruit à l'extérieur de la maison. Heureusement, la maison est quand même plutôt bien protégée. Liam décide donc d'aller voir les caméras de surveillance et c'est là qu'il le voit. Joël se trouve devant la maison et hurle de toutes ses forces. Il devient même violent, commence à taper un peu partout, met de la musique apparemment flippante avec son téléphone, bref c'est vraiment n'importe quoi. Et finalement, au bout d'un moment il se rapproche des caméras et commence à tenter de les retirer. Il les casse donc littéralement et part avec dans l'intention de les jeter dans la rivière. Liam est complètement terrorisé, il ne sait absolument pas quoi faire et sur le coup il ne pense même pas à appeler la police. C'est seulement le lendemain matin, après avoir constaté les dégâts que Joël a causés, qu'il décide de le faire. La police ne tarde absolument pas à le retrouver hors de la ville. Et après l'avoir emmené au commissariat, la police rappelle la mère de Liam pour lui dire que Joël avait un comportement plus qu'étrange et qu'elle devrait certainement demander une ordonnance restrictive pour se protéger de lui. Mais à ce moment-là, sa mère se retrouve dans une situation qu'elle n'arrive pas à évaluer. Juste après tous ces événements, Joël la rappelle en s'excusant et en justifiant tous ses récents actes. Il lui dit qu'il a des problèmes mentaux et même un trouble dissociatif de l'identité. Il lui dit que ce n'était pas lui qui l'avait harcelé, que c'était une autre de ses personnalités et qu'il a besoin de son soutien pour se sortir de cette situation compliquée. Elle en parle un peu à son fils aîné et pour lui c'est clair.
il est en train de la manipuler. Le jeune garçon essaye de lui rappeler qu'il avait pris des photos d'elle et qu'il les avait diffusées sur internet bien avant tous ces événements, mais rien n'y fait. Sa mère décide de se remettre avec lui. Liam est désespéré. Il ne sait plus comment protéger sa famille de cet homme dangereux. Et maintenant, alors qu'il partage ses craintes, Liam se tourne vers ceux qui pourront peut-être l'aider. C'est donc en cet instant que vous aurez peut-être un rôle à jouer dans toute cette histoire. Aujourd'hui, Liam a vraiment peur pour sa mère ainsi que pour ses frères et sœurs. Il craint que sa vraie personnalité ressurgisse très bientôt. Mais après tout, peut-être qu'il disait la vérité? Peut-être qu'il va vraiment réussir à changer? Surtout, n'hésitez pas à nous donner vos avis et vos meilleurs conseils en commentaire. Et après ça, plongeons encore un petit peu dans l'iceberg de l'horreur. Maintenant qu'on vous a raconté des histoires flippantes, mais que vous avez dû imaginer, laissez-nous vous raconter des histoires qui sont illustrées par des vidéos prises dans la vraie vie. Soyons tous d'accord là-dessus, voir des vraies images, c'est toujours super flippant, et c'est pourquoi nous avons décidé de les placer à cet endroit de notre iceberg de l'horreur. Donc si vous appréciez ce concept et ce contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner juste en bas si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément et vous serez servi en horreur. Alors, sans attendre plus, commençons relativement doucement avec cette première vidéo extraite d'une caméra Ring placée sur la porte d'entrée d'une résidente américaine. Hi, I got 2 minutes when you open your... Please? No, you guys need to find your house and stay there. We don't have a home. Our parents are 6 feet under. Roy. Bon, c'est assez court, mais on est d'accord avec vous, ça fait quand même super froid dans le dos. Sur cet extrait, on peut voir 2 filles très étranges qui ont l'air hyper menaçantes. Et pour le coup, on n'a absolument rien sur le contexte de cette vidéo. Tout ce qu'on sait, c'est que la propriétaire ne les a heureusement pas laissées rentrer et que les 2 filles ne sont clairement pas dans un état normal. Il suffit de faire un petit arrêt sur image de la femme qui se trouve à côté d'elle pour se rendre compte que quelque chose ne va vraiment pas avec ces filles. Bon, ça, c'était pour se mettre dans l'ambiance. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo venant d'une caméra de surveillance placée dans la rue. Dans cet extrait, on peut voir une petite fille en train de marcher tranquillement dans la rue. Le problème, ça fait déjà plus de 10 minutes qu'une voiture est en train de la suivre. Et elle le sait, elle s'en est rendue compte. Comme on peut le voir à ce moment-là, elle profite d'être légèrement cachée pour s'arrêter et attendre que la voiture parte. Et c'est ce qu'il se passe, mais très vite elle revient, puis revient encore. Heureusement, la voiture finit par partir et la petite fille s'en va en courant. C'est littéralement le genre d'histoire qu'on pourrait raconter dans un thread d'horreur, sauf que cette fois, nous avons les images pour en parler. À la suite de cet événement, la petite fille s'est plainte et les images que vous voyez actuellement ont été utilisées pour rechercher l'individu au volant de cette voiture. La police démarre donc une enquête et arrive à le retrouver. Il s'agit d'un homme de 29 ans, inconnu des services de police. Les enquêteurs vont donc l'interroger, mais malheureusement, il sera très vite relâché parce qu'aucun crime concret n'a été commis. Nous ne saurons donc jamais ce qu'il planifiait de faire ce jour-là. Ok, il va falloir vous accrocher à cette dernière vidéo de la sélection. On entre maintenant dans le dur de l'iceberg de l'horreur. Ouais, on vous l'avait dit, la vidéo a un caractère vraiment violent. Mais parlons un peu de qui sont ces personnes que nous voyons sur cette vidéo. Parce que oui, cette fois, on ne vous laisse pas sur votre faim. Nous allons vous expliquer exactement comment on en est arrivé là et ce qui s'est passé par la suite. L'histoire se déroule donc en Chine et plus particulièrement dans la province de Guangdong. Là-bas, une mère qui s'appelle Jiang et sa jeune fille habitent dans une petite maison tranquille. Ensemble, elles ont une certaine stabilité qui leur suffit largement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le 6 juin 2022, Jiang termine sa procédure de divorce avec son ex-mari Zhan, et comment dire, lui ne l'a vraiment pas bien vécu.
Et pendant les quelques semaines qui suivent, Zan se morfond seul dans son nouveau petit appartement. Il n'a clairement que des idées obscures. Il n'arrive absolument pas à faire comme Jiang, c'est-à-dire de passer à autre chose. Et un jour, il décide donc qu'il doit agir de la pire des manières. Nous sommes le 6 juillet 2022, en plein après-midi. Zan s'introduit dans l'immeuble de son ex-femme et attend. Il patiente tel un prédateur dans l'escalier que Jiang revienne. Et c'est finalement à 18h qu'elle et sa fille rentrent à la maison. Malheureusement, et ça vous l'avez vu, l'agresseur les surprend et les force à rentrer chez elle. Environ 20 minutes plus tard, l'homme sort de la maison torse nu et est filmé par la caméra en train de vérifier le compteur électrique avant de retourner dans la maison. Il y restera jusqu'au lendemain matin. Mais alors, que s'est-il passé dans cette maison ? Première chose à savoir, et malgré l'horreur de la situation, c'est déjà pas mal, il a laissé sa fille tranquille. Une fois rentrée, il ordonne d'aller s'enfermer dans sa chambre, ce qu'elle va donc faire. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien pour la jeune maman. Pendant des heures et des heures, où l'homme la force à rester dans le salon, il lui demande s'ils peuvent se remarier, et plus qu'une simple demande, il insiste de manière très virulente. Mais Jiang ne craque pas et refuse complètement qu'une telle chose puisse arriver. Finalement, Zhang craque complètement et abuse de son ex-femme pendant des heures et des heures, alors que leur fille est en train de dormir dans sa chambre. Après avoir réalisé ce crime impardonnable, Zhang sort de la maison et prend la fuite. Ce n'est que le lendemain à 7h du matin que Jiang décide de se rendre au commissariat pour dénoncer son ex-mari et raconter toute son histoire. Nous n'avons pas réellement de détails sur ce qui s'est passé par la suite, car les enquêteurs n'ont pas voulu ébruiter plus que ça la suite de l'affaire. Les autorités ont simplement assuré que l'homme a été arrêté le 11 juillet 2022 par la police chinoise et que Jiang et sa fille sont aujourd'hui en sécurité. Ok, là on commence à rentrer dans un domaine de l'horreur vraiment terrifiant. On vous prévient, à partir de maintenant, c'est fini les histoires qui se terminent bien. En plus, vous allez le voir, à la fin de cette histoire, nous allons pouvoir écouter un appel du 911 passé par Peggy Kink alors qu'elle se retrouve dans une situation des plus atroces. Mais avant ça, revenons un peu en arrière, et plus particulièrement en 1998, alors que Peggy a 28 ans. À ce moment-là, elle étudie la médecine à New Mexico. Et justement, c'est cette année-là qu'elle rencontre Patrick Kennedy. Au départ, tout se passe vraiment bien. Entre eux, il y a une bonne alchimie, ils ont une relation qu'on pourrait qualifier de plutôt classique, ils vont au cinéma, font des activités de couple, mais le petit problème, c'est que le comportement de Peggy change très rapidement. Et ce sont surtout ses sœurs qui le remarquent. Elle semble moins joyeuse, moins contente, presque comme si quelque chose la tracassait. Malgré tout, ses sœurs n'arrivent pas à lui faire cracher le morceau. Et c'est donc finalement après 3 ans de relation que Peggy dévoile la raison de ce changement de comportement. En fait, elle ne peut plus supporter Patrick. C'est donc en mars 2002 qu'elle décide du jour au lendemain de le quitter. Et malheureusement, c'est le début des vrais ennuis pour Peggy. L'homme n'accepte pas cette séparation et se met à la stalker. Il est littéralement partout. À la sortie de son travail, à la sortie de ses séances de sport, clairement, il ne la lâche absolument pas. Le truc, c'est qu'à chaque fois, il ne l'aborde pas. Il est tout simplement là, à la fixer sans parler. En fait, c'est comme s'il lui envoyait un message. Un message qui veut dire qu'il est là et qu'il n'a vraiment pas l'intention de la laisser partir. Si vous avez vu la série Mon Petit Renne sur Netflix, qui d'ailleurs s'inspire d'une histoire vraie, on est d'accord que ça nous rappelle quelque chose. Un jour, Peggy passe une journée de travail plutôt classique. Et alors qu'elle sort du boulot pour se rendre dans le parking qui se trouve à l'extérieur, elle voit d'un coup Patrick surgir de derrière un buisson avec des roses à la main, mais surtout une bague. Alors que Peggy ne s'y attendait pas du tout, elle voit Patrick se mettre à genoux et la demander en mariage. Vous l'imaginez bien, la femme est sous le choc, vraiment. Elle se fait stalker depuis des jours, et là, de but en blanc, il l'aborde pour la demander en mariage. Bref, la suite, vous la devinez, Peggy ne prend même pas le temps de lui répondre et saute dans sa voiture pour partir le plus vite possible. Mais ce méga vent ne l'arrête absolument pas, au contraire. Après ça, l'homme continue de la stalker, il l'appelle sans cesse, va la voir tout le temps. La stratégie de Peggy à ce moment-là, c'est de l'ignorer au maximum, mais plus elle le fait, plus l'homme se met en colère. Un jour, il décide par exemple de faire un move très étrange et très creepy. Il met dans sa boîte aux lettres un espèce de flyer. Quand elle l'ouvre, elle voit que c'est en fait une ode à sa vie. Ce flyer la décrit entièrement, sans oublier toutes ses informations les plus personnelles. Il y a d'indiquer tous les lieux dans lesquels elle se rend, comme l'adresse de son travail,
de sa salle de sport, de ses restos favoris. Il y a bien entendu son numéro de téléphone personnel, l'adresse de son appartement, bref, absolument tout. Cette fois, c'est vraiment trop. Peggy décide de se rendre à la police en leur montrant le flyer. Le problème, c'est que selon eux, ce n'est pas assez pour déposer une plainte. Apparemment, c'est juste un flyer. Peggy est déconcertée, mais bon, elle n'a pas vraiment le choix que de faire avec. Et d'ailleurs, pendant tout ce temps, la jeune femme rencontre quelqu'un, Mark Sparks. Lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec Patrick. Elle va donc très vite démarrer une relation sérieuse avec lui. Mais vous l'imaginez bien, ça ne va pas plaire du tout à ce malade de Patrick. Ça fait maintenant un bon moment que Peggy est dans cette situation. Elle en a vraiment marre, mais heureusement, un événement heureux se prépare, le mariage d'un de ses frères. Ça va être l'occasion pour elle de penser à autre chose et de se vider la tête. Pendant tout un week-end, elle et toute sa famille s'en vont donc en Californie pour fêter ça. Sauf que malheureusement, ça donne une opportunité à Patrick de se venger de sa nouvelle relation. Pendant le week-end, il décide de se rendre à la maison de la mère de Peggy et d'écrire en grosses lettres sur le garage blanc de celle-ci, PK is a whore. Pas forcément besoin de traduire, je pense que vous avez compris. Et juste après ça, il décide de se rendre à la maison dans laquelle vit Mark, le nouveau compagnon de Peggy. Pendant ce temps, au mariage du frère de Peggy, Mark est inondé de messages. De ses voisins surtout, mais aussi de la brigade des pompiers de sa ville. Parce que oui, sa maison a tout simplement pris feu. Dès que la nouvelle est apprise par tout le monde, Peggy le sait. C'est forcément Patrick qui en est à l'origine. Ils n'ont plus aucun endroit où habiter étant donné qu'ils vivaient chez Mark. Le couple décide donc de se balader d'hôtel en hôtel pour être les moins facilement trouvables par Patrick. Ça en est à un tel point que ses sœurs demandent à Peggy de ne plus les appeler parce qu'elles ont peur que Patrick ait un moyen de tracer ses appels. Et en parallèle de tout ça, c'est une véritable bataille avec la police qui s'engage. Peggy n'arrête pas d'aller les voir, de reporter tout ce qu'il fait, mais rien ne se passe. Elle obtient une audience pour effectuer une ordonnance d'éloignement, mais celle-ci n'aura lieu que dans 7 mois à partir du moment où elle fait la demande. Pour pouvoir se rappeler de tout ce qu'il fait, Peggy tient un cahier dans lequel elle reporte le moindre de ses faits et gestes. Dois-je me prendre une balle pour que quelque chose se passe ? Finalement, après des mois et des mois à passer d'un endroit à l'autre de la même ville, il décide de prendre une décision radicale. Changer complètement de lieu, de vie, recommencer à zéro, loin des problèmes, loin de Patrick. Il saute donc le pas, se trouve une petite maison dans une ville bien loin de tout ça et déménage. Et écoutez, ça marche. Au début en tout cas, le couple semble retrouver un semblant de vie normale. Mais c'est sans compter la détermination macabre de Patrick qui a décidé de ne rien lâcher. Parce que lui ne s'est pas arrêté pendant ces quelques mois. Il a fait tout son possible pour retrouver son adresse, mais n'a pas réussi. C'est alors qu'il décide d'engager un détective privé pour la retrouver. Et malheureusement, lui c'est son métier et donc il arrive à fournir une adresse. L'adresse exacte de sa nouvelle maison avec Mark. C'est alors que Patrick prend une décision cette fois radicale. Il décide de se rendre à sa nouvelle adresse pour la confronter directement. Il attend qu'elle sorte de chez elle pour lui sauter dessus. Armé d'un fusil, il la frappe une première fois à la tête, la blessant assez gravement. À ce moment-là, elle arrive tout de même à s'enfuir et se rend dans la maison d'une des voisines les plus proches pour appeler la police. C'est alors que cet appel est effectué. 911 emergency. I have a stalker and he's here to kill me. He's already picked me up and take me. He's in my house. 1410, number 118. Here's what he does. Who's there? Patrick Kennedy. He beat me up with a gun. He's trying to break it down. Does he have a gun right now? He does. He's already beat my head. If you don't get here, he's going to kill both of us. Okay, we're on the way, ma'am. Now. Are they on the way? They're on their way. Quickly. My head is sopping wet with blood. He gets in this house. He's going to kill us. Stay on the line with me, ma'am. I'm staying on the line. Oh my God. How close are they? They're on their way. Patrick, I'm the only one here. He ran. Please. Stop it. Female. Please stop it. I think I see kill me. Is he, ma'am? Malheureusement, la fin de cette histoire est absolument dramatique. L'homme arrive à rentrer avant que la police n'arrive, il parvient à retrouver Peggy et lui tire dessus. Après l'avoir assassiné de sang-froid, il décide de sauter la vie avec la même arme. Cette histoire est absolument tragique sur tous les points. Le fait que l'affaire ait duré si longtemps, qu'elle ait tenté d'en parler à la police pendant des mois et des mois est absolument révoltant, parce qu'au final, rien n'a été fait pour empêcher ce qui est arrivé. Selon la policière qui était en ligne avec elle juste avant son assassinat, Peggy lui aurait demandé de transmettre ses dernières volontés à sa famille. Elle a demandé à sa sœur enceinte qu'elle donne son prénom à sa fille et de dire à sa nièce qu'elle sera toujours là pour veiller sur elle.
Nous venons juste d'entendre une victime parler au téléphone avant qu'un drame n'arrive. Maintenant qu'on descend encore un peu plus dans cet iceberg de l'horreur, nous allons vous montrer des images. Et ces images ont littéralement intrigué le monde entier. Pour cette histoire, nous allons vous montrer une vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui s'y passe? Nous sommes en juillet 2014, alors qu'un jeune Allemand du nom de Lars Mittank disparaît sans laisser de traces à l'aéroport de Varna en Bulgarie. Ce que vous voyez actuellement, ce sont les dernières images connues du jeune homme. Et on est d'accord avec vous, son comportement est plus qu'étrange. Mais avant de parler de cette vidéo, revenons un peu en arrière. Le voyage de Lars Mittank a débuté le 30 juin 2014, alors que lui et ses amis se dirigent de Berlin vers la station balnéaire de Golden Sands en Bulgarie du coup. C'était censé être des vacances d'un mois pleines de détente et de plaisir. Lars, passionné de foot, apprécie la compagnie de ses amis et l'atmosphère animée de la station. Cependant, et vous allez le voir, les choses prennent une tournure inattendue. Le 6 juillet, Lars et ses amis se retrouvent impliqués dans une vive dispute avec un groupe d'hommes au sujet de leur club de foot préféré. Le désaccord a littéralement dégénéré et Lars aurait apparemment été attaqué par 4 individus, subissant une blessure à la mâchoire et une rupture du tympan. Ses amis ont été témoins de la confrontation, mais n'ont pu empêcher l'altercation. Et c'est en fait à partir de là qu'une série d'événements étranges vont arriver, menant Lars vers un destin tragique. À la suite de l'altercation, le comportement de Lars change complètement. Il devient de plus en plus paranoïaque, convaincu que quelqu'un essaye de lui nuire. Soudain, il quitte le complexe et s'enregistre à l'hôtel Kohler Varna, où il passe une série d'appels téléphoniques à sa mère, Sandra Mittank. À voix basse, il exprime sa crainte d'être racketté, voire pire, assassiné. Il en vient même à demander à sa mère d'annuler ses cartes de crédit. Les caméras de l'hôtel ont filmé le comportement erratique de Lars alors qu'il arpente les couloirs, regardant par la fenêtre et se cachant même dans un ascenseur. En soi, ces actions sont vraiment révélatrices d'une personne dans un état d'anxiété extrême. Et vous allez le voir, ses appels téléphoniques et sa paranoïa croissante vont ouvrir la... Très vite, il demande un avis médical au docteur Kosta Kostov, le médecin de l'aéroport, au sujet de sa blessure à l'oreille et des antibiotiques qui lui avaient été prescrits. Et le docteur le juge apte à voyager et le rassure sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Mais ça ne suffit pas à rassurer Lars. Ses doutes concernant le médicament persistent et son anxiété atteint un point d'ébullition. Des témoins rapportent qu'il s'est brutalement levé de sa chaise dans le cabinet du médecin et a hurlé « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici !» Après avoir dit ça, il fuit le bureau, laissant derrière lui toutes ses affaires, notamment son portefeuille, son téléphone portable et même son passeport. Et on en revient donc à notre extrait. C'est donc à ce moment-là que les caméras de sécurité le filment, fuyant désespérément alors qu'il traverse l'aéroport en courant, escalade une clôture et disparaît dans une forêt voisine pour finalement ne plus jamais être revu. À la suite de sa disparition, des recherches approfondies sont menées dans les environs, mais aucune trace de lui ne sont trouvées. L'affaire suscite alors une attention considérable. Les images de vidéosurveillance de l'aéroport sont visionnées des millions de fois sur YouTube, mais malgré la large visibilité et les efforts des forces de l'ordre, le sort de Lars Mittank reste encore aujourd'hui inconnu. Et vous l'imaginez bien, au vu de sa large diffusion sur Internet, les théories ont commencé à pleuvoir, chacune tentant de découvrir l'énigme entourant sa disparition. Et bien qu'aucune n'ait été définitivement prouvée, elles fournissent quand même des explications possibles sur ce qui aurait pu se passer lors de cette journée mouvementée. Théorie 1, c'est la dépression psychologique et la paranoïa. Cette idée répandue suggère que Lars a tout simplement connu une grave dépression psychologique déclenchée par le traumatisme crânien subi lors de l'altercation. Cette théorie affirme que son pétage de câble soudain à l'aéroport était en fait une manifestation d'une paranoïa extrême et d'une tentative désespérée d'échapper à des dangers imaginaires. Cette théorie postule en outre que Lars aurait pu errer dans la nature dans un état de confusion et avoir finalement succombé en tombant quelque part par exemple. Beaucoup supposent également que ces médicaments auraient pu amplifier tout ça, provoquant ainsi paranoïa et un comportement qui lui auront été fatals. Certains pensent qu'il souffrait peut-être d'un trouble mental, mais sa famille nie tout antécédent de maladie mentale. Théorie 2. Peut-être une implication et un acte criminel? Vous l'avez peut-être compris, cette idée suggère
que l'altercation dans la station balnéaire a été en fait le prélude d'un complot d'une envergure bien plus grande et bien plus sinistre. Selon cette théorie, les agresseurs de Lars auraient pu avoir des liens avec des organisations criminelles et sa disparition serait donc le résultat de leur effort pour le faire taire ou se venger. Cette théorie reste néanmoins purement spéculative car aucune preuve étaye cette piste. Et la troisième théorie, tenez-vous bien, c'est que Lars a tout simplement été victime de trafic d'êtres humains ou d'organes. Et les sources qui affirment ça suggèrent que ça aurait pu être possible en Bulgarie. Déjà, il faut savoir que c'est un pays connu pour son taux malheureusement élevé de trafic du genre. Cette théorie suggère donc que les hommes qui ont attaqué Lars étaient impliqués dans un trafic de drogue ou d'organes et le poursuivaient peut-être dans ce but. Peut-être même que Lars et ses amis étaient eux-mêmes impliqués dans un trafic de drogue. Après tout ça, d'autres théories suggèrent que Lars aurait pu avoir des hallucinations à cause de la drogue, qu'il s'est peut-être même ôté la vie à cause d'une maladie mentale, peut-être qu'il a eu un accident dans la forêt, ou peut-être qu'il avait tout simplement tout planifié pour disparaître. Bref, vous l'avez compris, on n'en sait rien. Le problème, c'est que les enquêteurs n'ont quasiment rien non plus. Aucune preuve concrète, si ce n'est les images que vous avez vues ce soir. Une autre théorie, bien qu'un peu plus farfelue, propose que Lars soit tombé sur des informations ou ait été témoin de quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Cette théorie suppose que sa disparition a été orchestrée par des agences de renseignement ou d'un programme de protection des témoins visant à effacer toute trace de son existence pour le protéger ou alors empêcher la divulgation d'informations classifiées. Mais bon, bien qu'intrigante et hyper intéressante, cette théorie manque également de preuves substantielles pour étayer ces affirmations. Et aujourd'hui, le cas de Lars Mittank est devenu l'un des cas de disparition les plus célèbres sur Internet, captivant l'attention de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Son histoire continue d'être partagée et discutée comme on le fait ce soir, et en même temps, on le comprend. En voyant ces images, il est impossible de rester indifférent. On a tous envie de savoir ce qui s'est passé, on veut avoir le dénouement de cette histoire. Comment est-ce possible qu'on n'ait jamais retrouvé son corps? A-t-il véritablement décidé de disparaître de sa propre volonté ou l'a-t-on forcé? À ce jour, l'affaire reste une énigme déconcertante, entourée d'incertitudes et de questions sans réponse. Même si les théories abondent, la vérité sur le sort de Lars Mittank continue d'échapper aux enquêteurs. Et en attendant que des réponses ne soient trouvées, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, on sera vraiment ravis d'en discuter avec vous. Et si vous avez des informations en plus qu'on a peut-être manqué ce soir, n'hésitez pas également à nous les communiquer. Ok, on est dans le moment de la vidéo où on commence à ne pas être bien. Respirons tous un bon coup et descendons encore un petit peu plus dans notre iceberg de l'horreur pour arriver à une histoire assez sordide. Ce soir, on a décidé qu'on allait vous parler de Alan Menzies, un jeune homme de 22 ans qui vit à West Lothian, en Écosse. Bon, jusque-là, rien de particulier. Il a une vie tout à fait banale, à une exception près. Il est très fan d'un film d'horreur en particulier qui s'appelle en français La Reine des Damnés. On va pas vous le cacher, on n'avait absolument pas la ref, alors si vous l'avez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour tous les autres, donc beaucoup d'entre nous je pense, c'est globalement un film d'horreur qui tourne sur le sujet des vampires. Dans l'histoire, il existe des vampires depuis très longtemps qui sont maintenant devenus des rockstars, pouvant influencer et manipuler leur public via les paroles de leurs chansons. Bon, si ce court synopsis vous a plu et que vous décidez de le regarder, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, on est curieux de savoir ce que ça vaut. Bref, revenons-en à nos moutons. Quand on dit que le jeune homme est fan du film, c'en est presque de manière maladive. Il le connaît par cœur, réplique pour réplique, il l'a vu des centaines et des centaines de fois sans exagérer. En gros, vous avez compris son profil, il ne jure que par ça. Et malheureusement, c'est ce qui va lui causer des problèmes. Mais avant tout ça, parlons un peu de son meilleur ami, Thomas McKendrick. C'est un jeune homme qui a globalement le même âge que lui, il a 21 ans et connaît très bien Alan. Ils partagent énormément de choses ensemble, s'apprécient beaucoup, mais il y a une chose sur laquelle ils ne sont pas trop d'accord. Vous l'avez deviné peut-être? Oui, ils ne partagent pas du tout cette même passion pour le film que Alan vénère littéralement. Bon, en soi, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est juste un film, vous allez nous dire. Une simple fiction. C'est vrai, c'est factuel même. Mais nous n'avons malheureusement pas tous la même définition du mot fiction. Nous sommes un samedi matin, tout ce qu'il y a des plus classiques.
Comme très souvent, Thomas vient chez Alan pour passer la journée ensemble à chiller, discuter, etc. Jusque là, tout se passe bien, mais c'est à partir du moment où Alan lui parle d'une expérience qu'il a vécue que tout part en vrille. Le jeune homme raconte à son meilleur ami que Akasha, personnage correspondant à la reine des vampires dans son film, lui a rendu visite. Alan affirme qu'elle est réellement venue chez lui et qu'elle lui a parlé de vive voix. Et ce qu'elle lui a dit est plus qu'intriguant. La reine des vampires lui a annoncé qu'il devait assassiner quelqu'un et boire son sang pour devenir un vampire à son tour. Vous l'imaginez bien au vu de son obsession pour le film que devenir un vampire est le goal absolu pour lui. Thomas entend l'histoire de son meilleur ami. Et mettons-nous à sa place. Son pote de toujours lui raconte ça. La première réaction qu'il a, c'est de se taper une gigabarre. Il ne le prend bien évidemment pas au sérieux, se moque de lui-même. Sauf que Alan ne rigole pas. Pour lui, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il a vraiment vécu cette expérience qui, on vous l'accorde, est plus qu'étrange. Mais Thomas ne s'arrête pas là. Voyant que son ami prend l'histoire à cœur, il continue dans ses moqueries. Il en vient même à rire de cette fameuse reine, à l'insulter. Et ça, c'était la goutte de trop pour Alan. On peut rigoler de tout, mais pas de la reine Akasha. Pendant quelques minutes, Alan sort de sa chambre, laissant Thomas seul. Lorsqu'il revient, il a des objets dans les mains. Et pas n'importe lesquels. Il porte maintenant un couteau dans une main et un marteau dans l'autre. L'ambiance change drastiquement dans la chambre. Alan a décidé qu'il allait accomplir la volonté de la reine. Avec ses deux armes, il se jette sur son meilleur ami et lui ôte la vie de manière hyper violente. Pour mettre fin à ses jours, il lui assure plus de 10 coups de marteau, puis 42 coups de couteau, et il ne s'arrête absolument pas là. Souvenez-vous des instructions de la fameuse reine Akasha. Pour devenir un vampire, il doit boire du sang. C'est donc ce que Alan fait. C'est vraiment horrible. C'est complètement atroce et franchement diabolique. C'est pas facile de vous raconter ça, on vous l'avoue. Après avoir bu jusqu'à plus soif, Alan se met même à manger des parties de la tête de son ami décédé. Après avoir commis toutes ces atrocités, le meurtrier déplace le corps de Thomas et le jette dans un lieu abandonné. Ce n'est que 6 semaines plus tard que la police retrouvera le sac. Immédiatement, Alan est inculpé et jugé coupable du meurtre de son meilleur ami. Dans la salle d'audience, il déclarera « En fin de compte, je savais que je devrais de toute façon assassiner quelqu'un. C'était la seule façon de le faire. Si vous ne tuez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas devenir un vampire. » Bon, il faut quand même savoir que Alan a déjà quelques antécédents judiciaires liés à la violence. À l'âge de 14 ans seulement, il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir poignardé partiellement un de ses camarades de classe. Donc voilà, ce n'est pas un cas comme les autres. Pendant le procès, il tentera d'ailleurs de prouver qu'il avait des troubles mentaux et qu'il n'était donc pas mentalement responsable lors du crime. Les psychiatres qui l'examineront affirment que son côté psychopathe indéniable ne peut pas être considéré comme une maladie mentale. Il a été donc bel et bien responsable lors de son horrible passage à l'acte. Il sera finalement condamné à purger une peine d'au moins 18 ans de prison avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Pour provoquer sa mort, vous vous êtes livré à une attaque sauvage et impitoyable, impliquant une violence gratuite et soutenue d'une nature des plus horribles. Il ne fera cependant jamais sa peine de prison en entier. Le corps de Alan est retrouvé sans vie dans sa cellule de prison en 2004. Il se sera finalement ôté la vie en constatant que malgré toutes ses actions, il n'est jamais devenu un vampire. Vous voici dans la dernière strate de l'iceberg. Vous vous demandez peut-être ce qui peut être pire que ce qu'on vous a déjà raconté ? Eh ben, pas grand-chose. Mais le sujet qu'on s'apprête à aborder est l'un des pires qu'on ait pu jamais traiter sur la chaîne. Même pour écrire la vidéo que vous voyez actuellement, on n'a pas osé aller trop loin dans nos recherches et on n'a consommé aucune vidéo pour le bien de notre santé mentale. Et d'ailleurs, on préfère vous prévenir tout de suite. Aucune vidéo ne vous sera montrée, aucun lien ni aucun nom réel de site ne sera divulgué. Très sincèrement, il n'y a aucun intérêt à ça et on vous le déconseille le plus fortement possible. Maintenant que c'est dit, bienvenue dans notre dernier sujet de ce soir. Et pour ça, on va vous raconter une petite histoire personnelle. Un soir d'hiver 2021, alors qu'avec Joe, on venait à peine de se lancer dans l'horreur, on cherchait déjà à essayer de se démarquer. Pour ça, comme à peu près chaque créateur de contenu, on a écumé Internet dans le but de trouver des sujets jamais abordés. Mais dans le milieu de l'horreur, en essayant d'aller toujours plus profond dans le domaine de l'inexploré, on finit parfois par tomber dans l'extrême. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé ce jour-là. Alors qu'on cherchait des supports un peu différents dont on pourrait vous parler, d'un coup, et sans même nous rappeler comment,
on est tombé sur un sujet dont les gens n'osent pas trop parler publiquement sur internet. Et pour cause, la plupart de ce qui est montré sur ces sites en question est purement et simplement illégal en France. On parle là de sites de gore extrêmes. Mais attention, pas de n'importe quel gore fictif ou film flouté, hein. Là, on vous parle des pires horreurs humaines capturées par des caméras, bien souvent non censurées. Les sites de ce genre ne se trouvent pas en un seul clic, mais peut-être en 2 seulement. En alignant les bons mots-clés, on se retrouve dans des interfaces glauques, ressemblant à des espèces de YouTube du Darknet, mais pourtant bien accessibles sur n'importe lequel de vos appareils très facilement. Et le jour où on est tombé sur l'un de ces fameux sites, qui d'ailleurs à l'heure où on vous parle a été définitivement fermé par les autorités, on a vu des choses qui nous dégoûtent encore aujourd'hui. Sans même savoir de quoi il s'agissait à l'époque, on a cliqué sur une vidéo au hasard et on est simplement tombé sur un gars en train de se faire torturer par 2 jeunes. La vidéo était un peu pixelisée, durait quelques minutes et au bout de 10 secondes, on a compris ce qu'on était en train de voir et on a fermé. Et on n'est plus jamais allé sur un site du genre. Aujourd'hui, le message qui s'affiche lorsqu'on tente d'accéder au site est le suivant. À cause de la pression du gouvernement français qui a demandé à retirer les créateurs de notre plateforme, est actuellement inaccessible en France. Nous essayons de contester ces demandes gouvernementales et espérons bientôt restaurer l'accès. Et là, on vous parle d'un site qui était ouvert depuis 2005 et qui prospérait en toute quiétude sur Internet. On vous le rappelle encore une fois, mais ce n'est pas du tout caché ni difficilement accessible. Tout le monde peut avoir accès à ce genre de vidéos, même les enfants. Et la fermeture de ce site n'a pas seulement engendré de la frustration de la part des utilisateurs très douteux de cette plateforme, parce qu'en fait, des URL du genre, il y en a plein. Genre, plein. Lors de nos recherches, on a vu des sites à peine croyables. Encore une fois, on a cliqué sur rien du tout, mais sur ces YouTube du glauque, on tombe sur des titres et des miniatures ultra explicites. Giga trigger warning, vous allez entendre des choses absolument atroces. Il n'y a pas d'autre mot. Attention parce qu'on s'attaque là à la quintessence de la déchéance humaine. Un enfant de 3 ans sur un scooter percuté par un pick-up. Un voleur avec une batte de baseball. Une femme chinoise se suicide en sautant du 3e étage d'un magasin, touchant un passant. Un homme schizophrène lui-même pour enlever un écureuil de son corps. 3 filles brutalement 2 autres appartenant à un gang rival. Un arbre tombe sur un enfant russe, non censuré. Ouais, comme on vous l'a dit, difficile de faire pire, c'est digne du dernier sujet de cet iceberg. Tout ce que vous venez d'entendre vient évidemment avec son lot de miniatures vraiment dégoûtantes. C'est comme un YouTube du gore. Tous ces exemples, on les a trouvés en quelques instants sur la première page et on n'est juste pas allé plus loin. Et normalement, arrivé à ce stade, vous vous posez une question. Une question d'ailleurs tout à fait légitime. Qui regarde ça? Combien de personnes s'abreuvent de choses aussi malsaines et pourquoi? Alors ça, on est vraiment désolé de vous le dire, mais on n'en sait rien du tout. Sachez juste que ces sites sont très actifs. Les vidéos qu'on vous a présentées ont parfois été postées quelques heures à peine avant qu'on établisse le script de la vidéo que vous écoutez actuellement. On peut également voir le nombre de j'aime, de commentaires, de tendances, bref. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Sans regarder les vidéos en question, on s'est aventuré dans la section commentaires d'une ou 2 vidéos. Et il faut le dire, les réactions des gens étaient, de ce qu'on a vu, souvent assez basiques. C'est-à-dire qu'ils discutaient simplement de qui était le fautif dans l'histoire ou de comment les choses sont arrivées. On vous avoue que de notre point de vue, ça ne suffit pas du tout à justifier le visionnage de ce type de contenu. Et encore une fois, on vous déconseille très fortement de faire des recherches. Mais parmi ces commentaires, il y a également des retours très sadiques et explicites. Des gens qui semblent prendre leur pied à consommer ce genre de vidéos juste pour le plaisir. Bref, une belle communauté avec tout plein de dégénérés. Et normalement, vous avez une deuxième question qui vous vient en tête. Que dit la loi et pourquoi ne pas simplement interdire tous ces sites? Eh ben sachez que c'est en fait très difficile. Il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut détecter le site en question. Ensuite, il faut engager des procédures pour qu'il soit fermé. Et en plus de ça, comme avec le site dont on vous a parlé au début de l'histoire, même s'il parvient à être fermé, il y a un risque de multiplier ce genre de site. Il y a ce qu'on appelle un effet miroir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réussit à faire fermer ce genre de site vraiment extrême, d'autres émergent avec des copies du contenu. Donc en soi, c'est vraiment très compliqué à réguler, d'autant plus que c'est sur Internet et ça vient avec son lot de liberté
mais également de liberté malsaine si on peut dire. Pour terminer cette strate de l'iceberg, maintenant qu'on est arrivé au fond de l'océan, on tenait encore une fois à vous mettre en garde par rapport à ce type de contenu et aux effets que ça peut avoir psychologiquement. Clairement, n'allez pas sur ce genre de site, n'allez pas voir même par curiosité, vous n'en retirez rien de bon, on vous le déconseille encore une fois très formellement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode très spécial. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format et on se retrouve dans quelques secondes, beaucoup plus chill en conclusion. Ok, nous revoilà dans une safe place. On le sait, ce soir ça a été un petit peu compliqué. On est descendu très bas dans les fins fonds de l'horreur avec cet iceberg. On espère que vous avez apprécié ce concept dans lequel on a du coup mélangé pas mal de formats. On a fait un petit Avengers en gros de tout ce qu'on a fait sur la chaîne, c'est-à-dire des threads d'horreur déjà de base. Ensuite on a aussi fait du ring, on a aussi fait des vidéos du coup, on a réagi à des vidéos, on a fait des true crime et du 911 et la dernière histoire qui était très originale pour le coup. Ouais, vraiment c'était sorti un petit peu une mini enquête qu'on a fait sur un aspect extrêmement horrible de l'horreur qu'on Très a pu flippant. constater nous sur internet. Donc on espère que ce mélange de formats vous a plu. C'est un petit peu, encore une fois, un mix de tout ce qu'on fait de mieux sur la chaîne et de tout ce qui vous a plu le plus. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez vraiment pas à le mettre dans les commentaires. Là, c'est super important parce qu'il faut qu'on sache en fait si vous appréciez quand on fait ça. En tout cas, nous, on adore cette espèce de descente graduelle dans l'horreur. C'est vraiment trop bien. Et même nous, pour raconter des histoires, ça nous fait franchement du bien en fait, de diversifier dans une vidéo, de ne pas raconter que du thread d'horreur ou alors que du true crime, mais voilà, d'avoir plusieurs mécanismes différents. Nous, on aime ça, et même pour la recherche, pour le script, etc. Franchement, nous on kiffe en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous dire encore une fois en commentaire et à liker si ça vous a plu. Ça dure vraiment 1 seconde, et nous, ça nous permet de voir en direct si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mais si vous êtes à ce stade-là de la vidéo, on espère bien que vous l'avez fait. En tout cas, merci pour tout ce que vous nous avez fait vivre. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Ça fait super plaisir de voir que ça se développe. Donc merci pour tous vos retours. N'hésitez pas, encore une fois, à tous nous dire en commentaire ce que vous pensez de notre travail, ce que vous voudrez voir, etc. On est ouvert à toutes les propositions. Et ne vous en faites pas pour ceux qui préfèrent un peu lorsqu'on est à l'extérieur, etc. C'est peut-être un petit peu moins populaire sur la chaîne, mais nous, ça nous fait vraiment du bien et on adore ce genre de format, donc on ne va pas hésiter à en refaire. Effectivement, et du coup, si vous voulez être tenu au courant de tout ça, n'hésitez pas à activer la cloche déjà, et aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Il y en a des nouveaux d'ailleurs. Ouais, c'est vrai ça, il y a du... voilà, on est partout maintenant. Donc on a du Instagram, du Facebook, du TikTok, du Spotify, où vous pouvez nous écouter. Et vous appréciez beaucoup. On a du Snapchat, on vient d'ouvrir un compte, on est très nouveau. Discord, c'est un peu la base maintenant. Ah, vous savez, hein. Mais Discord, voilà, si vous voulez nous parler en direct et plus librement. Pas, on est aussi sur YouTube. C'est vrai. Vous êtes actuellement sur YouTube, sachez-le. C'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, du coup, c'est très important. Bref, merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous en avez pensé. On attend vos retours avec impatience. Encore une fois, on répond à tout le monde. On va en refaire ce genre d'épisode, donc c'est super important qu'on sache ce que vous en avez pensé. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée. On espère qu'on vous a pas déprimé. En tout cas, nous, on est là, on est avec vous, on vous envoie toute la force du monde. Yes. C'était Joe et Kratos, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Vous êtes des ouf. Ok, on est parti pour cette première histoire creepypasta. Mec, à ton avis, tu sais, la première creepypasta, le nom du truc, ça s'appelle mouse.avis. Est-ce que ça fait chier à dire, tu penses? Mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'être mal à l'aise quand on regarde ce personnage. Ah putain, c'est dur. Personnage. Depuis quand c'est dur à dire personnage? It's not meat. Donc maintenant on passe à T5 911. Water. C'est sinon après pipi. Ok, TC5 terminé. TC7 vampire. La reine des vampires lui a annoncé qu'il devait assassiner quelqu'un et boire son sang pour devenir un vampire à son tour. Ouais, c'est ouf. Il est parti en couille là, non? Oh, c'est ouf cette histoire quand même. J'en ai pas pour longtemps du coup. En vrai, c'est rapide moi mon truc. Hein. Fait les dernières mais tout en rouge. En fait, t'as plutôt intérêt à pas faire chier. Parce que sinon je vais vraiment me vénère. Je sais pas si c'est ce que tu veux. Est-ce qu'on voit assez? En vrai, quand tourner avec ça, ça fait une autre ambiance. Hein. Ouais.